Vous êtes trop grande pour moi, dit le cow-boy. La femme qui se tenait devant Silas Ward ne broncha pas. Elle hocha simplement la tête une fois, se tourna et s'éloigna dans la chaleur poussiéreuse de l'après-midi. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, quelque chose qui faisait que les autres habitants de la ville s'écartaient sur son passage. Quelque chose qui faisait que les hommes adultes baissaient les yeux. Silas la regarda disparaître sur la route principale, sa longue ombre s'étirant derrière elle comme une sombre promesse. Il était fier de lui d'avoir dit ce qu'il pensait. Un éleveur comme lui n'avait pas besoin de complications, surtout pas avec quelqu'un qui avait l'air différent. Mais alors que le soir tombait, d'étranges sons commencèrent à résonner à travers la vallée. Un tambourinage grave et rythmé qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Le bétail devint agité. Ses chevaux arpentaient nerveusement leur stalle, les oreilles pointées vers les collines lointaines. Et puis Silas les vit, des silhouettes se déplaçant le long de la ligne de crête, des dizaines, trop nombreuses pour être comptées dans la lumière déclinante. Elles n'approchaient pas. Pas encore. Elles observaient simplement, attendant. Le tambourinage cessa. Dans le silence soudain, une pensée martelait l'esprit de Silas. Et si cette femme n'était pas n'importe qui? Et si elle était quelqu'un que toute la nation apache viendrait chercher? La matinée avait commencé comme n'importe quel autre au ranch Ward. Silas avait vérifié son bétail, réparé un piquet de clôture cassé et était retourné en ville pour des provisions. Le magasin général était bondé des visages habituels, fermiers, éleveurs et voyageurs de passage en route vers de plus grandes colonies. C'est alors qu'elle entra. Elle dépassait de près d'une tête la plupart des hommes du magasin. Ses longs cheveux noirs tressés dans le dos, elle portait des vêtements simples qui la marquaient comme une apache. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui attirait l'attention. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille qui emplissait la pièce, ses yeux sombres balayant les étagères avec détermination. Silas était en train d'examiner du cuir de selle lorsqu'elle s'approcha du comptoir près de lui. Le propriétaire du magasin, Jérémia, semblait nerveux alors qu'elle posait des pièces sur la surface en bois et désignait les articles dont elle avait besoin. De la farine, du sel, des haricots secs, des provisions de base, rien d'inhabituel. « Excusez-moi, dit-elle à Silas, sa voix douce mais claire. Je cherche du travail. Quelqu'un m'a dit que vous pourriez avoir besoin d'aide dans votre ranch. » Silas la toisa de la tête aux pieds, observant sa taille impressionnante, son regard assuré. Les autres clients s'étaient tus, observant l'échange. Il sentit leurs yeux sur lui, attendant de voir comment il allait réagir. « Vous êtes trop grande pour moi, dit-il assez fort pour que les autres l'entendent. J'ai besoin d'ouvriers qui peuvent passer les portes sans se baisser. Allez-vous trouver un cirque si vous voulez du travail. » Quelques hommes ricanèrent. Le propriétaire du magasin se tortilla mal à l'aise derrière son comptoir. L'expression de la femme ne changea pas. Elle hocha simplement la tête une fois, rassembla ses provisions et se dirigea vers la porte. Mais alors qu'elle passait devant chaque personne dans le magasin, quelque chose d'étrange se produisit. Les hommes qui souriaient narquoisement quelques instants auparavant détournèrent soudainement le regard. Les femmes reculèrent, lui créant un chemin dégagé. Jérémia, le propriétaire, enleva même son chapeau à son passage, comme pour montrer du respect à quelqu'un d'important. Silas le remarqua, mais n'y prêta pas attention. Probablement juste des gens polis pour éviter les ennuis. Les Indiens pouvaient être imprévisibles, après tout. La femme s'arrêta sur le pas de la porte et regarda Silas. Un instant, leurs yeux se croisèrent. Les siens ne contenaient ni colère, ni blessure, juste une sorte de connaissance qui le mit mal à l'aise. Puis elle disparut, sa haute silhouette s'évanouissant dans la chaleur de l'après-midi. Silas termina ses affaires et rentra chez lui, satisfait de lui-même. Il avait clairement montré sa position, son ranch, ses règles. Il n'avait pas besoin des complications de gens qui ne cadraient pas. Mais alors que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes lointaines, il entendit quelque chose qui le fit s'arrêter alors qu'il brossait son cheval, des tambours, faibles mais réguliers, résonnant à travers la vallée depuis quelque part dans les collines. Les oreilles de son cheval tressaillirent nerveusement en direction du son. Le tambourinage continua toute la nuit, parfois fort, parfois à peine audible, comme un battement de cœur dans l'obscurité. Silas essaya de l'ignorer, se disant que ce n'était qu'une cérémonie apache à des kilomètres de là. Rien à voir avec lui. Mais son bétail était agité. Il se blottissait dans le coin le plus éloigné du pâturage, levant parfois la tête vers les collines avec de grands yeux nerveux. Ses chevaux arpentaient l'enclos, reniflant et frappant du sabot. À l'aube, le tambourinage avait cessé,
remplacé par un silence troublant. Silas sortit sur son porche avec son café du matin, scrutant l'horizon. La vallée semblait assez paisible, des prairies vallonnées parsemées de mesquites, son bétail dispersé dans le pâturage, le contour familier des mésas lointaines contre le ciel qui s'éclaircissait. Puis il vit du mouvement sur la crête. D'abord, juste quelques formes sombres se découpant sur la lumière du matin. Mais à mesure que ses yeux s'habituèrent, il réalisa qu'il y en avait plus, beaucoup plus. Il semblait être à cheval, espacé régulièrement sur toute la longueur de la crête qui surplombait son ranch. Silas plissa les yeux, essayant de les compter. 20, 30. C'était difficile à dire à cette distance, mais ils étaient bien là, et il surveillait sa propriété. Un œuf froid se forma dans son estomac. Il avait entendu des histoires de raids Apaches, bien qu'ils aient été pacifiques sur ce territoire depuis des années. Des traités avaient été signés. Des accords commerciaux étaient en place. Il n'y avait aucune raison d'hostilité. Sauf si... Le souvenir de la rencontre de la veille lui revint en mémoire, la grande femme, la façon dont les gens du magasin avaient réagi, le respect qu'ils lui avaient montré même après qu'il l'eût humilié publiquement. Silas secoua la tête. Il était paranoïaque. Un commentaire grossier à une demandeuse d'emploi n'allait pas amener toute une troupe de guerriers à sa porte. Ce serait insensé. Mais au fil de la matinée, les silhouettes restèrent. Elles n'approchaient pas, ne faisaient aucun geste menaçant. Elles restaient simplement assises sur leurs chevaux le long de la crête, une ligne silencieuse d'observateurs qui s'étendait aussi loin qu'ils pouvaient voir. À midi, les nerfs de Silas étaient à vif. Il ne pouvait pas se concentrer sur ses tâches quotidiennes. Chaque fois qu'il levait les yeux, ils étaient toujours là, à attendre. Il sella son cheval et se dirigea vers la crête, son fusil dans son fourreau, mais ses mains délibérément loin de celui-ci. Pas besoin de provoquer quoi que ce soit. Il allait simplement monter et leur demander ce qu'ils voulaient. Mais alors qu'il arrivait à environ un quart de mille de la pente, l'un des cavaliers, un homme avec une coiffe de plumes impressionnante, leva la main, non pas en guise de salutation, mais comme un signal clair de s'arrêter. Silas arrêta son cheval. Même à cette distance, il pouvait maintenant voir plus de détails. Ce n'étaient pas des pillards. Ils étaient habillés de façon formelle, comme pour une cérémonie. De la peinture de guerre marquait leur visage de motifs qu'ils ne reconnaissaient pas. Leurs chevaux étaient décorés de symboles et de plumes. L'homme à la coiffe de plumes cria quelque chose en apache. Sa voix porta clairement à travers la distance. Bien que Silas ne comprît pas les mots, le ton était sans équivoque. C'était une question. Il lui demandait quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, Silas sut que cela avait tout à voir avec la femme qu'il avait renvoyée la veille. Silas passa le reste de la journée à observer depuis son porche, son fusil sur les genoux. Les Apaches restèrent sur la crête, immobiles comme des statues. À l'approche du soir, il remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. D'autres cavaliers arrivaient. Ils venaient de différentes directions, du nord, de l'est, de sentiers cachés dont il ne connaissait même pas l'existence. Chaque groupe prit position le long de diverses crêtes entourant son ranch jusqu'à ce qu'il réalise avec une horreur croissante que sa propriété était complètement encerclée. Ce n'était pas une troupe de pillards. C'était tout autre chose. À la tombée de la nuit, de petits feux commencèrent à apparaître sur les crêtes. Pas des feux de guerre. Ceux-ci étaient contrôlés, cérémoniels. Les lumières vacillantes créaient un anneau autour de sa vallée comme des étoiles descendues sur terre. Silas dormit à peine. Chaque son le faisait sursauter. Le vent dans les arbres. L'appel lointain d'un coyote, le meuglement nerveux de son bétail. Quand il s'assoupissait, il rêvait des yeux pleins de savoir de la grande femme. L'aube apporta un nouveau développement. Un cavalier solitaire approchait de sa maison, descendant lentement le sentier principal. Alors que la silhouette se rapprochait, Silas put voir qu'il s'agissait d'un vieil homme apache, non armé, portant ce qui semblait être un tissu blanc attaché à un long bâton, un drapeau de trêve. Silas attrapa son fusil et sortit sur son porche, mais garda l'arme baissée. Le vieil homme s'approcha à portée de voix et descendit de cheval avec les mouvements prudents de quelqu'un dont les articulations avaient vu de nombreuses saisons. « Vous êtes Silas Ward » dit l'homme dans un anglais clair. « Ce n'était pas une question. C'est moi. Que voulez-vous » Le vieil homme l'étudia avec des yeux qui semblaient tout voir. « Hier, vous avez parlé à quelqu'un. Vous lui avez dit qu'elle était trop grande pour vous. » La bouche de Silas s'assécha. « Alors vous ne savez pas qui elle était ? Le devrais-je ?
Le vieil homme resta silencieux un long moment, comme s'il décidait de ce qu'il devait révéler. Elle est Ayana. Dans votre langue, cela signifie fleur éternelle. Elle est la fille du chef ours agile. Elle est aussi, il fit une pause, choisissant ses mots avec soin, promise en mariage au fils du chef faucon de fer, dont le territoire se trouve au-delà des montagnes de l'Est. Les implications frappèrent Silas comme un coup physique. La fille d'un chef, promise en mariage pour unir deux tribus puissantes, et il l'avait humiliée devant un magasin rempli de témoins. Je ne savais pas, balbutia Silas. Non, vous ne saviez pas. Mais l'ignorance n'efface pas l'insulte. Elle est venue dans la ville de votre peuple en paix, cherchant un travail honnête avant sa cérémonie de mariage. Vous l'avez rabaissée devant votre peuple. Vous avez rabaissé son peuple. Le vieil homme désigna les crêtes environnantes où des centaines de guerriers attendaient dans la lumière du matin. Le chef ours agile a appelé à un conseil. Le chef faucon de fer a répondu. Les deux tribus demandent maintenant, quel genre d'homme parle si cruellement à une femme qui n'a rien fait de mal? Quel genre de peuple permet qu'un tel manque de respect reste impuni? Silas regarda les tribus assemblées, comprenant enfin l'ampleur de son erreur. Il ne s'agissait pas d'une insulte à une personne. Il s'agissait d'honneur, de respect et de l'équilibre délicat qui maintenait la paix sur ce territoire. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il doucement. Le vieil homme regarda vers la crête et tout un groupe de cavaliers descendait vers le ranch. Contrairement aux autres, ces guerriers portaient des marques différentes, de la peinture rouge et noire au lieu de bleu et blanche. Leurs chevaux se déplaçaient avec une précision militaire. « Le chef faucon de fer arrive, » dit le vieil homme. Il souhaite voir l'homme qui a insulté sa future belle-fille. Silas sentit la sueur perler sur son front malgré l'air frais du matin. Que veut-il? Cela dépend de vous. Le nouveau groupe de cavaliers atteignit la maison du ranch, et Silas reconnut immédiatement leur chef. Le chef faucon de fer était un homme dont la réputation s'étendait sur 3 territoires. Un guerrier qui n'avait jamais perdu une bataille, un négociateur qui avait empêché d'innombrables conflits par la force et la sagesse. Il était plus jeune que Silas ne l'avait imaginé, peut-être 40 ans, avec des yeux intelligents qui semblaient cataloguer chaque détail. Faucon de fer descendit de cheval et s'approcha sans cérémonie. Quand il parla, son anglais était parfait, voire raffiné. « Monsieur Ward, je crois comprendre que vous avez une opinion sur la taille des femmes apaches. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, ce qui la rendait en quelque sorte plus terrifiante que des cris ne l'auraient été. « Chef Faucon de fer, j'ai fait une erreur. Je ne savais pas qui elle était. Vous pensez que le savoir aurait changé vos paroles? » La question resta en suspens. Silas réalisa que dire oui signifierait qu'il ne montrait du respect qu'aux personnes importantes. Dire non signifierait qu'il maintenait son insulte. « J'aurais dû être respectueux envers quiconque cherche un travail honnête, » dit finalement Silas. Faucon de fer hocha lentement la tête. Mieux. Mais les paroles s'envolent. Ce qui compte, c'est la compréhension. Il désigna ses guerriers, puis les collines où attendait la tribu d'ours agiles. Voyez-vous ce que vos paroles ont coûté? Silas regarda les centaines de guerriers assemblés. La paix rompue, la peur qui s'emparait maintenant de toute la vallée. 2 tribus puissantes avaient été forcées de répondre à sa cruauté désinvolte. Je le vois, dit-il doucement. Bien. Maintenant, vous devez décider. Nous pouvons gérer cela à l'ancienne. Le sang pour l'honneur, le conflit pour le conflit. Ou nous pouvons trouver une nouvelle voie. Faucon de fer s'approcha. Ayana a suggéré quelque chose d'inhabituel. Elle a dit, vous pourriez être capable d'apprendre. Apprendre quoi? L'humilité, le service, ce que signifie être petit. Les yeux de Faucon de fer lançaient un défi. Elle a proposé une épreuve. Vous travaillez pour son peuple pendant 30 jours. Sans salaire, sans traitement de faveur. Vous faites n'importe quelle tâche qui vous est confiée, aussi humble soit-elle. Si vous accomplissez cela avec dignité, l'insulte est pardonnée. Si vous refusez ou échouez, il n'eut pas besoin de finir. Les guerriers assemblés rendaient les conséquences claires. Et si j'accepte? Alors vous apprendrez si vous êtes vraiment désolé ou simplement effrayé. Silas regarda sa maison, son bétail, sa vie confortable. Puis il regarda les guerriers qui l'entouraient, les 2 chefs puissants qui pouvaient détruire tout ce qu'il avait construit d'un seul mot. Mais quelque part dans son esprit, il voyait aussi les yeux pleins de savoir de la grande femme, sa dignité tranquille alors qu'elle s'était éloignée de sa cruauté. « Quel genre de travail ?» demanda-t-il.
Le chef Faucon de Fer sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Vous vous occuperez des chevaux. De tous. Vous porterez l'eau du ruisseau au camp, chaque baril nécessaire. Vous ramasserez du bois pour les feux, préparerez la nourriture quand on vous le demandera, nettoierez ce qui doit être nettoyé. Vous ferez cela du lever au coucher du soleil pendant 30 jours. Silas sentit sa fierté se rebeller. C'étaient des tâches pour les serviteurs, pour les enfants qui apprenaient la responsabilité. Ce n'est pas un travail pour un homme. Ayana ne pensait pas que la taille était un travail pour une femme, répondit doucement Faucon de Fer. Pourtant, vous l'avez jugé sur ce critère. Maintenant, vous serez jugé sur votre capacité à être petit. Les guerriers assemblés observaient en silence. Silas réalisa qu'il était piégé entre sa fierté et sa survie. Refuser signifierait un conflit avec deux tribus puissantes. Accepter signifiait 30 jours d'humiliation. Mon ranch, dit-il faiblement. Mon bétail a besoin de soins. Votre voisin Jérémia a accepté de surveiller vos animaux, intervint le vieil homme. Le propriétaire du magasin s'est senti responsable d'avoir laissé votre insulte sans réponse dans son établissement. Même Jérémia avait été impliqué. Tout le territoire saurait ce que Silas avait fait et quel prix il payait. Acceptez-vous ? Demanda Faucon de Fer. Silas regarda les centaines de guerriers, puis les deux chefs. Il pensa à sa vie confortable, à sa réputation d'éleveur prospère, au respect qu'il inspirait aux colons locaux. Tout cela ne signifiait plus rien. J'accepte, dit-il doucement. Faucon de Fer fit un signe de tête à ses guerriers, qui commencèrent immédiatement les préparatifs. En quelques minutes, ils avaient rassemblé les quelques affaires de Silas et scellé son cheval. Le camp serait établi dans la vallée en contrebas de son ranch, où les deux tribus pourraient observer son travail. Alors qu'il se dirigeait vers la zone désignée, Silas se retrouva à côté du vieil homme qu'il avait abordé en premier. « Quel est votre nom » demanda Silas. « Je suis Joseph Plume de Corbeau. Je parle au nom du chef Ours Agile quand il souhaite parler avec votre peuple. Vais-je la voir » Ayana ? Joseph l'étudia attentivement. « Pourquoi demandez-vous » Je veux m'excuser correctement. Les excuses sont des mots. Vos 30 jours sont des actions. Nous verrons ce qui parle le plus fort. Ils atteignirent le campement alors que le soleil était à son zénith. Immédiatement, on tendit à Silas une paire de seaux d'eau et on lui indiqua un ruisseau à un quart de mille de là. Les seaux étaient plus grands que tous ceux qu'il avait jamais portés, conçus pour tester l'endurance plutôt que l'efficacité. Alors qu'il marchait vers l'eau, il sentait des centaines d'yeux l'observer. Des guerriers des deux tribus s'étaient positionnés pour observer chacun de ses mouvements. Certains semblaient curieux, d'autres sceptiques. Quelques-uns semblaient ouvertement amusés à la vue du fier éleveur réduit à des travaux manuels. Mais c'était une paire d'yeux qu'il ne voyait pas qui le troublait le plus. Où était Ayana ? Le premier jour faillit le briser. À midi, le dos de Silas était endolori à force de porter des seaux d'eau qui semblaient de plus en plus lourds à chaque voyage. Ses mains étaient à vif à force de ramasser du bois de chauffage. Ses genoux étaient écorchés à force de ramper sous les chevaux pour vérifier leurs sabots. Des tâches qui auraient normalement été partagées entre plusieurs personnes lui étaient entièrement confiées. Et pendant tout ce temps, les guerriers observaient. Certains offraient des critiques discrètes quand il faisait quelque chose de manière incorrecte, les mauvais nœuds pour attacher les charges, les itinéraires inefficaces vers le ruisseau, une manipulation maladroite des chevaux. D'autres observaient simplement en silence, comme s'il était un animal inhabituel qu'ils étudiaient. Mais Ayana n'était nulle part en vue. À l'approche du soir, on confia à Silas une dernière tâche, préparer le foyer pour le repas du soir. Ses muscles hurlaient alors qu'il disposait les pierres et le petit bois, ses mouvements maladroits à cause de l'épuisement. C'est alors qu'elle apparut. Ayana entra dans le camp aussi silencieusement qu'elle avait quitté le magasin. Sa haute silhouette projetait une longue ombre à la lumière du feu. Elle portait maintenant une tenue traditionnelle, du cuir souple décoré de perles qui captaient la lueur des flammes. Ses cheveux étaient tressés avec des plumes et de petits ornements qui marquaient son statut. Elle ressemblait à ce qu'elle était, la fille d'un chef, une femme d'importance et de dignité. Elle jeta un bref regard à Silas, puis parla à Joseph Plume de Corbeau en apache. Leur conversation fut courte, mais Silas entendit le son de son nom mêlé à des mots qu'il ne comprenait pas. Joseph hocha la tête et s'approcha de Silas. Ayana souhaite savoir comment vous trouvez le travail. Silas se redressa, essuyant la sueur de son front. C'était sa chance de s'excuser, de s'expliquer.
Dites-lui que je suis désolé. Dites-lui que j'ai eu tort et que j'ai été stupide. Joseph leva une main. Elle n'a pas demandé d'excuses. Elle a demandé comment vous trouvez le travail. Silas regarda Ayana, qui l'observait avec la même expression calme qu'elle avait eue dans le magasin. Pas de colère, pas de satisfaction de le voir humilié. Juste une observation patiente. C'est dur, dit-il honnêtement. Plus dur que ce à quoi je m'attendais. Mon corps me fait mal et ma fierté encore plus. Joseph traduisit. Ayana écouta puis répondit. Elle dit que c'est bien. La douleur signifie que vous apprenez quelque chose de nouveau. Apprendre quoi? Un autre échange en apache. Elle dit que vous apprenez ce que l'on ressent quand on est jugé trop petit pour le travail qui vous est confié. Hier, vous avez décidé qu'elle était trop grande pour le vôtre. Aujourd'hui, vous découvrez si vous êtes trop petit pour le sien. Les mots le frappèrent comme un coup. Silas réalisa que chaque tâche, chaque difficulté, chaque moment d'épuisement était conçu pour refléter ce qu'il lui avait fait. Le renvoi des involtes, l'humiliation publique, la supposition que l'apparence déterminait la valeur. Ayana parla une dernière fois à Joseph, puis se tourna pour partir. « Attendez » cria Silas. « Qu'a-t-elle dit » Joseph le regarda un long moment. « Elle a dit que demain, le travail sera plus dur. Elle veut voir si vous abandonnerez quand les choses deviendront vraiment difficiles ou si vous aurez la force de continuer même quand tout temps vous voudra s'arrêter. » Alors qu'Ayana disparaissait dans l'obscurité au-delà de la lumière du feu, Silas comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de 30 jours de labeur. Il s'agissait de découvrir quel genre d'homme il était vraiment. La deuxième semaine apporta de nouvelles humiliations. Silas fut chargé d'aider les femmes à préparer les repas, un travail qu'il avait toujours considéré comme indigne de lui. Ses mains maladroites peinaient avec des tâches qui exigeaient une précision délicate, moudre le maïs, tresser des paniers, raccommoder des vêtements déchirés. Les femmes apaches étaient des enseignantes patientes, mais leurs attentes étaient élevées. Quand Silas ruina un panier en tressant trop serré, il dut recommencer. Quand il brûla le repas du soir en laissant le feu devenir trop vif, il resta affamé pendant qu'il préparait une nouvelle fournée pour tout le monde. Pendant tout ce temps, Ayana observait à distance. Parfois, elle parlait doucement à Joseph ou à l'un des autres anciens, mais elle ne s'adressa jamais directement à Silas. Sa présence était devenue un rappel constant de la raison de sa présence. Le 15e jour, quelque chose changea. Silas avait du mal à réparer une bride déchirée quand un jeune garçon apache s'approcha de lui. L'enfant ne pouvait pas avoir plus de 8 ans, mais il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un élevé parmi les guerriers. « Tu es l'homme qui a été impoli avec Ayana » dit le garçon dans un anglais soigné. « Oui » répondit Silas, sans lever les yeux de son travail. « Mon père dit que tu apprends à être plus petit. »« Je suppose que oui. » Le garçon observa les tentatives maladroites de Silas avec le cuir pendant plusieurs minutes. Puis, sans qu'on le lui demande, il s'agenouilla à côté de lui et commença à lui montrer la bonne technique. « Comme ça » dit l'enfant patiemment. « Le cuir doit se plier, pas résister. » Alors qu'ils travaillaient ensemble, Silas réalisa que quelque chose de remarquable se produisait. Cet enfant, qui avait toutes les raisons de le voir comme un ennemi, le traitait avec une simple gentillesse. Pas de jugement, pas de cruauté, juste une volonté d'aider quelqu'un qui avait des difficultés. « Comment t'appelles-tu » demanda Silas. « Petit aigle. Ayana est ma cousine. » La main de Silas s'immobilisa sur le cuir. « Est-ce qu'elle parle de moi » Petit aigle y réfléchit sérieusement. Elle dit, « Tu es comme un cheval qui n'a jamais été débourré. Très fier, très fort, mais pas encore utile. » Elle se demande si tu peux apprendre à porter un fardeau sans ruer. « Et qu'en penses-tu » Le garçon étudia le travail de Silas avec l'œil critique de quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Je pense que tu essaies. C'est plus que ce que beaucoup feraient. » Au cours des jours suivants, d'autres membres de la tribu commencèrent à interagir plus naturellement avec Silas. Non pas comme un ennemi puni, mais comme quelqu'un qui tentait sincèrement d'apprendre leurs coutumes. Il corrigeait ses erreurs sans moquerie, partageait des techniques qui facilitaient son travail, l'incluait dans les conversations autour du feu du soir. Mais c'était la distance continue d'Ayana qui le troublait le plus. Le 20e jour, Silas rassembla enfin le courage d'aborder Joseph directement. « Pourquoi ne veut-elle pas me parler » demanda-t-il. Joseph leva les yeux des flèches qui l'empeinaient. « Parleriez-vous à quelqu'un qui vous aurait insulté si publiquement, même s'il essayait de se racheter » ? « Oui. »
Est-ce votre cas? Ou essayez-vous simplement d'éviter les conséquences de vos actes? La question laissa Silas sans voix. Son remords était-il sincère, ou faisait-il simplement semblant pour échapper à la punition? La réponse déterminerait tout. Le 30e jour, Silas se réveilla avant l'aube et accomplit ses dernières tâches avec des mains fermes et un cœur tranquille. Les seaux d'eau ne semblaient plus incroyablement lourds. Ses doigts se déplaçaient avec une habileté acquise à travers le travail du cuir et le tressage de paniers. Son dos s'était renforcé après des semaines de labeur. Plus important encore, sa perspective avait changé. Alors que le soleil atteignait son zénith, les deux chefs appelèrent à une assemblée. Les guerriers des deux tribus se rassemblèrent en un grand cercle, avec Silas debout au centre. Il avait l'air différent maintenant, plus mince, buriné, humilié par un travail honnête. Le chef ours agile parla le premier en apache, ses mots portant le poids d'une cérémonie formelle. Joseph traduisit pour Silas. Il dit, « Vous avez accompli les 30 jours sans plainte ni échec. Votre travail a été acceptable. Votre attitude s'est améliorée. Votre effort a été sincère. » Faucon de fer s'avança. La question maintenant est de savoir si vous comprenez ce que vous avez appris. Silas regarda le cercle de visages. Des guerriers qui avaient observé sa transformation. Des femmes qui lui avaient appris la patience. Des enfants qui lui avaient montré de la gentillesse malgré sa cruauté passée. Finalement, ses yeux trouvèrent Ayana. Elle se tenait à côté de son père, grand et digne, l'observant avec la même expression calme qu'elle avait eue tout au long de son épreuve. « J'ai appris que j'avais tort, » dit Silas, sa voix portant clairement dans l'air du matin. Pas seulement sur la taille, mais sur le fait de juger les gens avant de les connaître. J'ai appris que le travail honnête a sa dignité, peu importe qui le fait. J'ai appris que la force, ce n'est pas de rabaisser les autres. C'est de les élever. Il fit une pause, rassemblant son courage pour la suite. Mais par-dessus tout, j'ai appris qu'Ayana avait eu raison de s'éloigner de moi ce jour-là. Je n'étais pas digne de sa considération, et je suis reconnaissant qu'elle ait eu la sagesse de le voir. Ayana s'avança, parlant pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Vous avez parlé de ma taille comme si c'était un défaut, dit-elle, sa voix claire et forte. Mais ma taille me permet de voir plus loin à travers les plaines, d'atteindre les branches les plus hautes pour les fruits, de me tenir en égal parmi les plus grands guerriers de nos deux tribus. Ce n'est pas trop. C'est exactement ce que je suis censé être. Elle s'approcha jusqu'à se tenir directement en face de lui. Votre fierté vous a rendu petit, Silas Ward. Mais votre volonté d'apprendre vous a permis de grandir. La question est, vous souviendrez-vous de ces leçons lorsque vous retournerez à votre vie confortable? Silas soutint son regard fermement. Je l'espère. J'espère être digne de ce que vous m'avez enseigné. Le chef ours agile parla de nouveau, et Joseph traduisit, il dit que la dette est payée. Vous êtes libre de retourner à votre ranch. Le cercle commença à se disperser. Les guerriers retournaient à leurs chevaux et aux préparatifs du départ. Mais Ayana resta. Il y a autre chose, dit-elle doucement. Mon peuple a décidé d'établir un comptoir commercial dans cette vallée. Nous aurons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois les coutumes apaches et celles des colons. Quelqu'un qui a prouvé qu'il peut apprendre de ses erreurs. Elle tendit la main, non pas en supplication comme elle l'avait fait des semaines auparavant, mais en égal, offrant un partenariat. Le travail est bien payé, dit-elle avec un très léger sourire, et il n'y a pas d'exigence de taille. Silas regarda sa main tendue, puis son visage digne. 30 jours plus tôt, il n'aurait vu que des différences. Maintenant, il voyait de la sagesse, de la force et une grâce inattendue. Il lui serra fermement la main. « Ce serait un honneur de travailler avec vous, » dit-il. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Ayana sourit, non pas d'un air de victoire, mais avec une chaleur sincère. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir un autre conte western inoubliable où la fierté rencontre la justice de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer de vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est tout pour nous.